Je suis Iman Marifi, je suis infirmière humanitaire et j'ai fait partie de la première équipe de soignants humanitaires qui sont allés à Gaza. Dès le début, dès la première seconde, on comprend. Enfin, il n'y a pas un seul moment où on n'a pas compris d'ailleurs qu'on vivait quelque chose d'hors norme. Après, je dis rien de méchant, hein. Je dis juste qu'ils sont humains. Donc quand on arrive tout de suite vers des tentes et des tentes et des tentes et des tentes, les unes après les autres autour de l'hôpital. Et on est tout de suite accueillis, ils comprennent qui on est. On s'est même demandé s'ils ne nous attendaient pas. Parce que tout de suite, les enfants se mettent à courir derrière les minibus en hurlant de joie, en faisant ce signe-là et en criant « Hello, hello, hello ». C'était une arrivée très chaleureuse, très chaleureuse. Donc on était absolument heureux d'être là à ce moment-là. Et c'est ce qui choque un peu quand je le dis parce que il y a cette espèce de peur qui a diminué et cette joie de découvrir leur chaleur en fait. Donc ça, c'est ce qui nous a marqué. Et quand on arrive dans l'hôpital, dès qu'on commence à s'approcher de l'hôpital, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 25 000 personnes qui vivent dans l'enceinte de l'hôpital et ils estiment à environ 30 000 avec les personnes qui vivent autour. J'avais écrit une carte blanche dans un journal et le titre c'était « Les vivants envient les morts ». Il y a des médias qui reprennent ça en disant « Ah, vous voyez, ils sont presque contents de mourir ». Il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut se dire que qu'est-ce qui est pire que la mort dans leur tête, je dis bien pour eux, c'est de vivre ce qu'ils vivent. D'attendre la mort, c'est pire que de mourir. En fait, quand ils disent Dieu merci, c'est pas Dieu merci, il va au paradis. C'est Dieu merci, je préfère qu'il soit apaisé plutôt qu'il vive ce qu'on vit là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, depuis mon retour, j'ai quasiment pas pleuré. J'ai pas la larme facile à la base, mais le 6 mai, quand ils ont reçu les tracts, enfin, eux m'ont plutôt dit « Rafa est attaqué ». J'ai reçu des messages qui me disaient « Si t'as plus de nouvelles, c'est soit qu'il n'y a plus de réseau, et puis bon, vraiment, sinon ça voudra dire que je suis mort. En tout cas, sache que je t'aime, c'était extraordinaire de te connaître. » J'ai eu plein de messages comme ça, j'en ai encore eu un tout à l'heure. Et c'est la première fois que j'ai pleuré, mais tellement à chaudes larmes. Ça m'était pas arrivé depuis mon retour. Et j'arrivais plus à travailler, je pouvais plus rien faire. J'ai tout quitté. Ce jour-là, il y a les étudiants de Sciences Po qui étaient mobilisés. Et je les remercie parce que j'ai commencé à tourner en rond. Il était 11 h et je suis allée à Paris de manière très hagarde, vraiment. Et puis ensuite, il y a eu une autre assemblée inter-AG. Je me suis retrouvée au milieu d'étudiants, mais c'est pareil, j'avais besoin d'être au milieu d'êtres humains qui ont une conscience, qui ont un cœur, qui se rendent compte de ce qui se passe. J'avais besoin de vibrer, qu'on vibre dans la même peine. J'avais tellement besoin. J'avais pas de haine, j'avais de la colère que j'avais besoin de partager en fait. Et juste de crier Free Palestine, juste de le hurler, ça m'a fait du bien. Tahia, Tahia, Palestine! Évidemment, la totalité des enfants de Gaza ont besoin d'une assistance psychologique. Et je l'ai aussi dit à l'Assemblée nationale, je me pose la question, que vont-ils devenir sans assistance psychologique? Ils ont traversé cette pièce avec des cadavres, qu'est-ce qu'ils vont devenir psychologiquement? Ces images, elles vont les hanter? De se dire, on traverse, enfin, on vit au milieu. Et puis les cadavres, c'est tout le temps qu'ils traversent le couloir. C'est tout le temps. C'est un moment très fort. C'est un moment très fort, il y avait beaucoup d'émotions. Je crois même qu'il y a des personnes qui sont sorties de la salle parce que ce qu'on racontait était peut-être un peu trop fort. Et puis, j'ai eu la naïveté de me dire que ça allait s'arrêter. Je me suis dit, des Français viennent témoigner à l'Assemblée nationale. J'ai imaginé qu'il y aurait un avant et un après. Moi, personnellement, je suis totalement apolitique, donc je n'ai pas d'intérêt ou d'engagement. Je suis humanitaire, je témoigne factuellement. Je me dis, il va se passer quelque chose. Ça va remonter au président et il va se dire, ok, là j'ai des Français qui me racontent quand même, des humanitaires qui me racontent quand même des choses assez inhumaines. Ça ressemblerait pas à des crimes de guerre, ça ressemblerait pas à des crimes contre l'humanité. Si ça y ressemble, je dois m'en assurer, je dois les recevoir, je dois les écouter, je dois être acteur. Sur le moment, sincèrement, c'est ce que je me dis.
Et quand je vois qu'effectivement c'est relayé, je me dis ok, là il y a quelque chose qui est amorcé, ça va s'arrêter. Jamais j'aurais imaginé que fin mai, on y est encore, hein. Vraiment. Nous, on a publié une tribune dans l'AFP début mars, je crois. Début mars. Nous sommes fin mai, rien ne s'est passé. J'ai réussi à remettre en main propre cette tribune à Madame la Première Dame, c'était le 26 avril dernier. Dans l'espoir, je l'ai suppliée de me donner 15 minutes de son temps. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire dans un premier temps? Du coup, je vais spoiler, si elle regarde, elle va savoir ce que j'ai voulu lui dire. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? J'aimerais lui dire qu'il y a quelques jours, la présidence est allée s'excuser au Rwanda. Je lui souhaite vraiment pas qu'un prochain président aille s'excuser en son nom. Vraiment. Je suis peut-être encore trop optimiste ou bienveillante, mais c'est ce que je ne lui souhaite pas. À un moment, il faut aussi se dire que les vies se valent. Il faut arrêter cette suprématie de se dire qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres. Non. Il faut écouter. Et le fait de lui demander de nous recevoir, c'est parce que si elle nous reçoit et qu'elle entend, en français, factuel, de voix à voix, pas par écran, pas par courrier, vraiment, elle ne pourra plus dire qu'elle ne savait pas. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Oui, oui, et elle m'assure que oui. Elle ne m'a pas dit non, en tout cas, elle m'a dit oui, pas de souci. Elle a appelé son directeur de cabinet et je me dis ok, optimiste. Et puis, le fait que Rafa a été attaqué 10 jours plus tard, je me suis dit c'est sûr, elle va m'appeler. Elle et son époux, ou Monsieur Séjourné, vont vouloir avoir un rôle dans l'attaque de Rafa. Attaquer Rafa, je l'ai dit, c'est attaquer l'humanité. Pas de nouvelles, et je reçois ce courrier. Donc c'est pas elle qui me répond. La première chose qui en émane, c'est les attaques barbares qui ont frappé Israël le 7 octobre. Et elle réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et aux Israéliens. Donc ça, c'est la première chose du courrier. J'ai envie de lui dire qu'elle n'a pas besoin de me le rappeler. Concrètement, pour aller droit au but, il n'y a pas d'action. Elle me dit qu'il y a beaucoup de contraintes dans l'agenda du président et de son épouse qui ne permettent pas de me rencontrer. Donc, énorme déception, très grande déception. Je me dis qu'il reste encore des âmes sensibles, douées de raison, qui peuvent encore faire la part des choses, qui peuvent encore s'émouvoir de la valeur de l'être humain. Il faut que tout le monde se mobilise, pardon. On a le droit de manifester, enfin je veux dire c'est des manifestations autorisées. Moi j'ai des proches, hein, quand je leur dis bah, venez on va manifester, ah, c'est dangereux, t'emmènes tes enfants en manif, mais bien sûr qu'il faut les emmener en manifestation, moi je les emmène, ça leur fait du bien, elles crient, elles dansent, elles chantent, voilà. Et puis ces images elles affluent et les Palestiniens savent que le peuple est avec eux. Pourquoi j'ai envie d'y retourner? Vous n'avez pas peur? Si, bien sûr que j'ai peur, bien sûr. Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose à terminer.